Et au sommaire de cette édition d'information, les 3 mois du Premier ministre comme chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo a donc pour mission de mettre en pratique donc, le plan social du président de la République pour l'amélioration des conditions de vie des populations gabonaises au terme de ces 100 premiers jours. Et parmi donc les constats qui se dégagent, le gouvernement est appelé à davantage expliquer ce qui se fait aux populations. Voyons tout cela avec la presse présidentielle donc de Sébastien Toutou. Des réalisations considérables en application du plan de développement proposé aux Gabonais par le chef de l'État pour le développement du pays. Dans plusieurs domaines socio-économiques et culturels, le Gabon change progressivement. Et dans la vision présidentielle, de gros efforts sont encore à déployer pour garantir le bien-être à la majorité de la population. Mais comment parvenir à faire prendre conscience aux Gabonais de ce qui se fait si le gouvernement qui mène cette action ne communique pas beaucoup? En tout cas, la presse qui va au quotidien vers l'information continue à constater que le gouvernement fait toujours dans la rétention de l'information. Comment comprendre le peu d'entrain, voire la réticence à communiquer manifestée par certains hauts responsables? Monsieur le Président, depuis votre arrivée à la tête de l'État, beaucoup de choses sont faites dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Malheureusement, ces avancées significatives souffrent parfois d'un déficit de visibilité, parce que certains acteurs politiques n'assument pas pleinement la parole publique, leur devoir qui est celui de rendre compte de l'action publique. Ce qui pose le problème de l'accès aux sources. Et approcher souvent, je le dis sous le contrôle de mes confrères, les hauts responsables approchés par des journalistes brandissent souvent le prétexte selon lequel ils doivent d'abord préalablement obtenir l'autorisation pour s'exprimer. En 3 mois, l'équipe Onaondo montre de grands signes d'ouverture à la presse, mais il est de la responsabilité des membres de ce gouvernement et autres dépositaires de l'autorité de l'État de libérer la parole à tous ceux qui ont la gestion de l'action publique. C'est tout ce que le chef de l'État attend. Dans notre pays, on veut des responsabilités, mais tant qu'il s'agit d'avoir les bons aspects, qui sont les honneurs, les cortèges et autres, tout ce que vous savez, là on est d'accord. Mais quand il s'agit de venir devant vous, là on dit non, ça c'est le président. Il est une coutume étrange dans ce pays qui veulent que seul le chef de l'État, on l'attaque, on l'insulte, on le maltraite, pas les autres. Au nom de on ne sait quoi. Dès que vous touchez à quelqu'un d'autre, tout de suite, crime, vous avez commis là. Ceci pose un problème. Et je pense que c'est vous qui avez la solution. Un peu plus de détermination de votre part, c'est vous qui avez la solution. Et ceux qui ne veulent pas répondre, qui le disent, mais dites-le, indiquez-le. La nation sera édifiée. Car on se demande pourquoi on accepte des emplois publics si on ne veut pas se comporter comme doit le faire un homme ou une femme publique. Nous, dans nos fonctions, devons rendre des comptes. Et nous devons rendre des comptes à la nation. Nous le faisons par le biais du Parlement. Et l'autre moyen d'expression que nous avons pour rendre compte à la nation, c'est par vous. C'est donc un exercice auquel on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper, on ne doit pas échapper. À chacun ses responsabilités devant la nation, l'action de développement engagée par le chef de l'État ne peut être comprise si elle n'est pas expliquée par ceux qui la mettent en pratique au quotidien. Ce n'est qu'à partir de cette communication qu'elles ne jugeront plus à défaut l'action présidentielle.
Puis nous restons à la présidence de la République pour signaler donc cette audience qui a eu le matin au palais de la présidence de la République. Comme je le disais tantôt, le chef d'État s'est entretenu avec le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères. L'émissaire donc du président Obiang Nguema était porteur d'un message du numéro 1 au numéro 1 gabonais. On va voir tout cela également avec la presse présidentielle. Bienvenue Minko sur les images de Barthel Boisse, Anissé Sambabou. Début de semaine et déjà pas de repos pour le chef de l'État. Son premier entretien du jour est pour le ministre équato-guinéen en charge des affaires étrangères. Agapito Mbamoku est porteur d'un message du président Obiang Nguema Mbazogo à son homologue Ali Bongo Ndimba. Pour l'essentiel du contenu, le prochain sommet de l'Union africaine. Essentiellement, comme vous savez, du 20 au 27 juin, il y aura le sommet des chefs d'État de l'Union africaine et le chef de l'État gabonais, il est invité et c'est un invité de marque. Donc, je suis venu pour discuter les préparatifs pour ces réunions. Au-delà des aspects inhérents à ces assises, les deux personnalités ont évoqué la coopération bilatérale, mais aussi l'intégration sous-régionale. Vous savez que le sujet essentiel pour ce sommet, c'est l'agriculture. Et l'agriculture, c'est la base de l'économie de la plupart des pays africains. C'est un sujet d'importance. Voilà le sujet essentiel de la réunion. Mais comme vous savez, lors du sommet des chefs d'État, il y a plusieurs d'autres sujets, par exemple les sujets de sécurité qui sont touchés lors de ce type de rencontres. Membre de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, le Gabon et la Guinée équatoriale partagent en commun des frontières terrestres et maritimes, mais surtout des idéaux de paix et de développement propices au mieux-être des deux nations. Une autre audience a signalé celle-ci à la primature où le professeur Daniel Ona-Ondo, Premier ministre chef du gouvernement, s'est entretenu donc avec l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Gabon. Au menu des entretiens entre les deux hommes, le raffermissement de la coopération bilatérale entre les deux pays. On va voir tout cela avec la presse, la primature, Claudette Eworé-Richon, Olivier Antonio et Alain-Serge Eyene. Des échanges axés sur le renforcement des coopérations bilatérales dans divers domaines de développement ont marqué cette visite de courtoisie que l'ambassadeur de l'Afrique du Sud a rendue au Premier ministre professeur Daniel Ona-Ondo 101 jours après son arrivée à la primature. It was a great opportunity for me to come and first of all congratulate. Je suis venue féliciter le Premier ministre pour sa nomination à ce poste, mais aussi le féliciter pour ses 100 premiers jours à la primature. Le Gabon et l'Afrique du Sud partagent beaucoup d'intérêts économiques et c'était très important pour moi donc d'exposer le plan de l'Afrique du Sud pour le Gabon dans le domaine des relations d'affaires. Les deux personnalités ont également évoqué l'actualité phare du pays arc-en-ciel. En passant, j'ai mentionné les élections qui se tiendront le 7 mai, mais surtout j'ai parlé de ce qui va se passer après. Au final, une invitation a été adressée au chef du gouvernement dans le cadre de la célébration des 20 ans de liberté du peuple sud-africain prévue du 19 au 22 mai prochain à Libreville en présence du maire de la ville de Durban. Le fonctionnement des entreprises et leur participation, ou encore leur contribution à la réduction du chômage dans notre pays et de la pauvreté, eh bien, tels ont été les sujets, entre autres, qui ont été débattus ce matin à la primature entre le professeur Daniel Ona-Ondo, Premier ministre, chef du gouvernement, et des responsables donc des entreprises gabonaises. Le condensé de ces audiences avec la presse, la primature, on retrouve Claudette Eworé-Richon, Olivier Antonio et Alain-Serge Eyene. Des rencontres à dominance économique. D'abord, le groupe JETMA, représenté par le directeur général de Necotrans et son adjoint. Avec le chef du gouvernement, Daniel Ona-Ondo, des entretiens ont porté sur le transport et la logistique dans le domaine du transit maritime.
Le groupe Négotrans Jetma, donc que nous représentons, est venu un petit peu exposer la situation telle que nous la vivons donc au port d'Ovendo. Donc aujourd'hui, on avait certaines préoccupations, dont une des principales qui était de demander le support de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, donc pour la création du bureau d'embauche des dockers. Entre autres préoccupations, mais je pense que c'est la première, puisqu'aujourd'hui elle s'inscrit effectivement dans les lignes du gouvernement d'aider et faire du social. Puis le tour est revenu aux responsables de la société d'électricité, de téléphone et d'eau du Gabon, CETEG. Occasion pour la directrice générale Françoise Ngomo d'aborder avec Onaondo le volet des travaux d'eau pour le raccordement des villes de Ntoum et Libreville. Enfin, le Premier ministre a dévisé avec le représentant général au Gabon du groupe minier et métallurgique français, Eramet. Donc c'était en fait une visite de courtoisie où je voulais venir présenter mes respects à Monsieur le Premier ministre. Après plusieurs mois d'activité aussi au Gabon, je voulais lui présenter les hommages du groupe Eramet et également faire un tour d'horizon sur l'ensemble des projets que nous menons ici, avec un horizon qui est celui de 2016 où nous renforçons l'activité de la Kemilogue, nous développons un nouveau complexe métallurgique à Moanda, nous développons aussi une école des mines et de la métallurgie toujours sur Moanda, et puis ce grand projet de diversification qui est le projet Maboumine, près de Lambaréné. De tous ces échanges, l'on note l'engagement des partenaires économiques à soutenir le nouveau pacte social du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. On va faire un point rapidement sur l'actualité internationale en images, mais allons-y rapidement au Congo, Kinshasa, donc en République démocratique du Congo, là-bas où le secrétaire d'État américain John Kerry était en audience avec le président Kabila. De quoi a-t-il s'agit? Eh bien, il s'agissait simplement pour le secrétaire d'État américain de suggérer au président congolais de ne plus briguer un troisième mandat. Retrouvons nos confrères donc de d'AITV. Ce n'est pas souvent que l'on croise un secrétaire d'État américain à la présidence congolaise. Tous les regards sont rivés sur John Kerry et la rencontre avec le président Joseph Kabila semble des plus chaleureuses. Mais le diplomate américain venu promouvoir la démocratie ne tarde pas à délivrer un message public. J'encourage le président Kabila à travailler avec son gouvernement et avec le Parlement pour compléter le calendrier électoral et le budget conformément à la Constitution. Les mots ne sont pas explicites, mais John Kerry demande à Joseph Kabila de ne pas briguer un troisième mandat. Du pain béni pour l'opposition qui met en garde depuis des mois contre toute révision de la Constitution. Bravo, M. Kerry. Et de toutes les façons, vous êtes démocrate. Et c'est ce que les Congolais cherchaient. Et les Congolais voulaient simplement entendre cela de vous. Le camp présidentiel, lui, ne voit pas où est le problème. Tout va se faire selon la Constitution. Nous n'allons violer aucun article de la Constitution. Le mécanisme de révision de la Constitution, c'est prévu par cette même Constitution. Loin de la polémique, une chose est sûre, à 2 ans de l'échéance présidentielle, Washington s'engage cette fois-ci à soutenir un scrutin transparent et crédible en République démocratique du Congo. Au sud de l'Afrique, il s'agit donc de l'Afrique du Sud, là-bas le pays va vivre donc ses premières élections générales post-Mandela. Eh bien, malgré donc un certain mécontentement de la population sud-africaine, le président Zuma du Congrès national africain est bien parti justement pour remporter cette élection. Voici le point, le récit de l'AITV. En Afrique du Sud, la campagne électorale est entrée dans sa dernière ligne droite. Alors pas question de laisser filer le moindre électeur potentiel. Opération porte-à-porte de l'ANC à Bramfisherville, quartier nord de Soweto. Comme à chaque fois, un ténor du parti a fait le déplacement. Ce jour-là, c'est Ralema Motlanthe, le vice-président. À Soweto, bastion de la lutte anti-apartheid, l'ANC est chez elle. Ici, on endosse volontiers les couleurs du parti de Nelson Mandela.
L'ANC prend soin de nous. Je pense que l'ANC mérite le vote de chacun. Tout le monde devrait voter ANC. Quand nous faisons du porte-à-porte, certains nous disent « Nous ne soutenons pas l'ANC, mais nous voterons quand même pour eux par rapport à Nelson Mandela ». En effet, après 20 ans de pouvoir, le parti de Madiba ne fait plus l'unanimité. Les inégalités sociales, les scandales de corruption sont passés par là. Alors, pour éviter que Jacob Zuma se fasse huer comme cela s'est déjà produit, ses supporters ont été triés sur le volet pour son dernier grand meeting avant les élections. Dans la foule, des portraits de Nelson Mandela. L'ANC a fait beaucoup pour nous, donc nous avons le devoir d'être ici aujourd'hui pour rendre hommage à Nelson Mandela. Devant ses 60 000 supporters acquis à sa cause, Jacob Zuma a lancé un appel à la mobilisation, confiant dans son bilan et sa victoire mercredi. Il y a de quoi être fier de notre beau pays alors que nous célébrons les 20 ans de notre liberté. L'issue du scrutin ne fait guère de doute. L'ANC devrait remporter haut la main ces élections, les premières sans Nelson Mandela. Reste à savoir dans quelle proportion, c'est le véritable enjeu du scrutin. Pour le parti, il s'agit de ne surtout pas passer sous la barre des 60%. Revenons donc sur le territoire national et nous allons donc au sud-ouest du Gabon et principalement dans la province de Langounié, et notamment le chef-lieu qui est Mouila, là-bas où une tornade d'une rare violence donc, a fait des sans-abri la nuit dernière. Une cinquantaine de personnes sans logis en ce moment et bien entendu plusieurs maisons d'habitation et édifices publics qui ont été endommagés. Saisi, informé de la situation, le gouvernement de la République donc, a dépêché une mission dans le cadre des premiers secours. Cette mission est conduite par le ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapangou. Le reportage est de Jean-Éric Nziengi Mangala et Félix Moudi Bangoye. 3 membres du gouvernement au chevet de leurs compatriotes sinistrés de Mouila, victimes d'une violente bourrasque dans la nuit du 4 au 5 mai 2014. Guy Bertrand Mapangou, le ministre de l'Intérieur, a conduit cette délégation qui comprenait entre autres les ministres Léon Zouba et Serge Maurice Mabiala, tous originaires de la localité, et le directeur général du budget, Yves Fernand Manfoumbi. Pour cette mission prompte d'évaluation des premiers secours qui s'inscrit dans le cadre de l'investissement humain et du pacte social, les services locaux des affaires sociales et les autres administrations provinciales concernées ont été rapidement mis à contribution. Cette maison a été sinistrée. Chez Mungengi, c'est là. Il y a une. Voilà, il suffit de. Si on ne sait pas combien de tôles il faut, combien de lattes il faut, combien de chevrons il faut, on ne sera pas efficace. Hein? Voilà, ça va être encore la politique. Il ne faut pas que les aides viennent aux gens qui n'ont pas été sinistrés. Hein? Ceux qui ont été sinistrés doivent les recevoir plus rapidement. C'est ce qu'on appelle les premiers secours. Sinon, ça ne sert à rien de venir ici. Si vous ne le faites pas demain, vous allez avoir, il y aura 400 personnes maintenant sinistrées. Alors qu'on sait. De vision, on a vu qui est sinistré, qui est dans le besoin. Ça, c'est très important. Sur le terrain, le gouverneur Michel Mougiama et le maire Pierre Claver Mwanga Moussavou ont conduit la visite guidée des lieux du sinistre, dont le théâtre a été le 2e arrondissement de la commune de Mouila, avec les quartiers Mukunza et Mukumnabwali. Le centre social, les grandes endémies, l'école communale E et une cinquantaine de familles ont vu leur toiture arrachée. Dans le cadre de ces premiers secours et pour parer au plus pressé, des produits de première nécessité ont été mis à disposition pour les 50 familles sans abri. Tout comme la mission a fourni 1050 tôles, 10 mètres cubes de lattes et de chevrons, 12 mètres cubes de planches. Sous la supervision de la Direction régionale sud-ouest des travaux publics et des affaires sociales, des charpentiers ont été identifiés pour la reconstruction. Sur une dizaine d'habitations touchées, 4 seront à reconstruire complètement, tout comme le centre social de Mouila. Quant à la SEG, elle a été prompte pour la réhabilitation du réseau interrompu. La SEG tout de suite a été mobilisée. Il fallait déjà non seulement regarder le travail à faire, mais également sécuriser rapidement les personnes qui avaient déjà eu ce sinistre-là.
Ensuite, il fallait reconstituer le réseau pour rétablir la continuité de service au niveau des clients. Voilà donc la solidarité agissante du gouvernement qui vient d'être mise à rude épreuve à nouveau par les intempéries à Mouila après Mwanda il y a quelques jours. 2 sites de relogement temporaire ont été identifiés en attendant la reconstruction dont les travaux démarrent dans les tout prochains jours. Voilà, on revient dans la capitale gabonaise, c'est-à-dire à Libreville et dans la commune principalement où l'opération immatriculation des taxis s'est faite aujourd'hui. Elle a été supervisée par le maire de la commune de Libreville, j'ai cité Christiane Osukara-Ponda, qui était accompagné de ses adjoints et, bien entendu, de différents maires d'arrondissement pour procéder donc au collage, comme vous allez le voir tout à l'heure. Filika Biyongo-Kombila et Francis Ngomo de la rédaction de Gabon Télévision. Cette opération de collage de vignettes intervient 7 mois avant la fin de l'exercice fiscal lancé il y a 3 jours à l'hôtel de ville de Libreville. Une opération qui a traditionnellement lieu en début de chaque année. Il est de secret de toute personne que le changement de mandature et les ajustements que le nouveau bureau de conseil municipal a jugé nécessaires pour booster cette activité ne nous ont guère permis de lancer courant janvier 2014, comme il est de tradition, la dite opération. C'est pourquoi, bien que le temps imparti soit relativement court, nous demandons aux opérateurs économiques de ce secteur de s'acquitter dès ce lundi 5 mai 2014 de leurs taxes auprès de la recette perception municipale de Libreville. Le transport public urbain contribue à hauteur de 8% dans les recettes recouvrées et à 17,5% dans les ristournes de l'institution municipale. J'interpelle mes collègues taximans pour venir se mettre en règle pour pouvoir bien travailler sans avoir des ennuis. Voilà, quand vous êtes collé, vous avez tout fait, vous avez tout le temps pour travailler. La problématique du transport à Libreville fait couler beaucoup de salive. Alors que notre pays enregistre une insuffisance en moyens de transport urbain, les chauffeurs de taxi, pour la plupart, colonisés par la mentalité du goût de l'argent, rivalisent de stratégies à l'exemple de celle en vogue, le saucissonnage des trajets. Il n'y a plus de distance de 100 francs, il faut miser. Tu as payé à 100 000 ou 200 000, tu as d'autres problèmes à résoudre, tu as les enfants, tel que moi je suis veuve, avec combien de fils, petits-fils. Je n'ai personne qui m'aide, c'est mon petit salaire. Maintenant, de la gare routière, l'hôtel de ville, il faut miser 300. Et le retour, il faut encore miser 300. Nous, on n'oblige pas les clients, ce sont eux-mêmes, quand ils sont pressés, ils proposent. Au moment où notre pays entend relever le défi de la réduction de la pauvreté à travers le pacte social, il est plus que jamais nécessaire de prendre à bras le corps ce problème qui ne cesse de durcir davantage les fronts des populations, les seules victimes. Voilà, on reste toujours dans le domaine entrepreneurial et économique, si vous le voulez bien. On va parler justement de cette réduction de la pauvreté, eu égard donc au pacte social du président de la République. Et là, c'est l'union des jeunes du Parti démocratique gabonais qui se mettent en ordre de bataille, justement, pour insuffler une très grande dynamique en ce qui concerne donc l'offre, encore une ouverture d'esprit aux jeunes vers le monde de l'entreprise et de susciter surtout le goût de l'effort et l'obsession de réussir par le travail et la persévérance. Voyons tout cela avec Cédric Mouelé-Malong. Plus de 800 jeunes des établissements du secondaire et du supérieur étaient présents à cette journée consacrée à l'entreprise. L'initiative des jeunes du Parti démocratique gabonais, amenée par son responsable, est une première. La journée de l'entreprise, c'est 2 choses. C'est d'abord l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat à travers la création d'entreprises et surtout favoriser l'autonomie financière de nos jeunes. Parce que pour nous, l'UJPDG a le concept de la responsabilité. Et pour nous, la responsabilité, c'est d'abord se prendre en main, c'est d'abord être conscient qu'on ne peut pas toujours dépendre de l'État et qu'il faut se battre pour réussir dans sa vie. Nos parents, nos grands-parents sont passés par là et il est aujourd'hui question pour nous de faire en sorte que les jeunes Gabonais issus
du système éducatif, qui sont dans le circuit éducatif, puissent comprendre que demain, ils ne sont pas obligés de devenir des fonctionnaires de l'administration publique, mais qu'ils peuvent également devenir leur propre patron, ou plutôt devenir des patrons pour le patron de leur propre entreprise. L'UJPDG aujourd'hui, qui se veut être une force de proposition, s'insurge contre le chômage des jeunes, de plus en plus grandissant, et en fait son combat. Il faut effectivement mettre de côté tous ces stéréotypes qui consistent à dire « si je ne suis pas le fils d'eux, je ne réussis pas. Si je ne suis pas la fille ou la nièce d'eux, je ne réussis pas. » Je pense que cet après-midi, vous avez eu l'opportunité d'avoir un petit pitch sur comment se présenter en entretien. La force en vous, ce sont vos études. Vos études, c'est votre capital qui va vous mettre sur le marché de l'emploi. Ce capital, c'est ce que nous appelons le capital objectif. À ce capital objectif, vous allez ajouter votre capital humain, votre capital subjectif qui va faire que vous allez faire la différence au moment de l'embauche. Ici, les jeunes séduits par les différentes thématiques abordées ont suivi avec beaucoup d'attention les exposants. Dans la partie Success Story, ils ont pu apprécier des témoignages à la fois chronologiques et synthétiques de la réussite d'une entreprise ou d'un individu et des raisons de son succès. La grande force que j'ai toujours eue dans ma vie, c'est d'être un vendeur. J'ai toujours tout vendu. Donc après avoir vendu pour plus d'1 million, 2 millions de magnétoscopes, je me suis dit on va passer à autre chose. Donc on a vendu des cosmétiques, des produits de beauté. Oui, on a vendu des produits de beauté. Dans la vie, pour réussir, il faut être prêt. Quand je dis prêt, ça veut dire qu'on a des hauts, on a des bas, mais il faut être prêt à les accepter et à vivre avec. Moi, le pilotage commence par un rêve. Je suis d'une famille de 8 enfants, la 5e, 7 filles et 1 garçon. Au-delà des success stories, il y a eu des ateliers d'aide à la recherche d'emploi. À l'intérieur, ils ont appris des techniques de rédaction d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae, mais également les techniques de réussite d'un entretien d'embauche et les outils de recherche d'emploi. Cette journée de l'entreprise, qui s'est achevée sur une note de satisfaction générale, devrait se pérenniser. Et d'ailleurs, c'est le souhait du délégué national, Vivien Patrice Lloyd, Amos Peya-Makaga. Voilà, on va quitter Libreville pour aller en province encore, et cette fois c'est au nord du pays, notamment dans le Wellington. La ville c'est celle de Bitam, plutôt la commune de Bitam, où le maire de cette commune a été installé. Et la cérémonie a été présidée donc par le gouverneur de la province du Wellington. Une cérémonie qui a d'ailleurs vu la présence du ministre de l'économie numérique, Pastor Ongwanem. Voici le récit de Moussa Ndiengui sur des images de Pierre Claver-Ella. L'histoire commence au soir des élections locales de 2013 où la liste PDG est plébiscitée par les électeurs de la commune de Bitam. Parmi les conseillers d'Onkolo, le nouvel édile a été finalement choisi pour conduire les destinées de la commune. Cette cérémonie d'installation du maire et ses adjoints est la consécration d'une carrière d'enseignant du nouveau maire de Bitam. Dans une ville qui aura besoin de nouvelles infrastructures, notamment les voiries du centre-ville, le gouverneur du Wellington n'a pas manqué de souligner que le maçon Edonkolo sera jugé au pied du mur. Bitam plus haut est une ambition légitime de voir notre ville rayonner aussi bien sur le plan national qu'international. Le bureau du conseil municipal que j'ai l'honneur de présider ne peut seul atteindre cet objectif. Il est capital que le peuple de Bitam s'associe au pouvoir public pour le développement de notre commune, car Bitam a toujours regorgé des femmes et des hommes compétents dans tous les secteurs de la société. Le maire a par la suite installé ses adjoints dans un esprit d'équipe et de mission accomplie au matin des élections locales dernières. En cette période d'examen de la loi organique numéro 15/96 relative à la décentralisation et de la relance des activités républicaines dans notre pays, basée sur le plan stratégique Gabon émergent, PGE, bréviaire de la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le maire et le président que vous êtes
se doivent de prendre la mesure de la responsabilité que vous confie l'État ce jour vis-à-vis de tous les Bitamois et les habitants du département du Thème. Cette cérémonie empreinte de changement augure des lendemains radieux pour la ville de Bitam. Le nouveau maire doit agencer ses réformes dans la droite ligne du plan stratégique Gabon émergent. Les maires adjoints vont devoir mettre la main à la pâte pour épauler le premier citoyen de la ville en vue de constituer une équipe forte et dynamique. Alors, comme on le voit, donc, plusieurs personnalités ont assisté à cette installation. On a cité tout à l'heure certaines d'entre elles. Alors, une présence effective, mais on va essayer de voir avec Moussa Nziengui comment s'est déroulée totalement la cérémonie et qu'est-ce qui va se passer plus tard. Voici l'épilogue d'une élection du conseil départemental controversée. Le Parti démocratique gabonais a mis en exergue la deuxième lettre de sa dénomination, le D, pour placer démocratiquement l'indépendant Big Fred Nzemimini à la tête du conseil départemental du Thème. L'engouement suscité par cette installation a mis Bitam dans le giron des départements qui posent des actes en faveur de la jeune démocratie dans notre pays. Démocratie saluée par les plus hautes autorités et les populations du département, à la satisfaction générale de tous les hommes politiques de la localité. À travers ce geste hautement symbolique, nous, conseillers départementaux du Thème, nous percevons votre profond attachement personnel aux usages républicains et une forme de reconnaissance à notre institution. Le 19 janvier 2014, le scrutin a désigné un vainqueur. Et ce vainqueur, monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, c'est le département du Thème tout entier. Et rien d'autre. Venu rehausser l'esprit républicain de cette cérémonie, Pastor Ngouanum a demandé à tous de penser Bitam pour tous, seule dynamique censée conduire la commune ou le département vers le développement prôné par les plus hautes autorités de l'État. Aux deux présidents, vous êtes maintenant à la tête des deux conseils communal et départemental. Il vous revient. Monsieur le maire de la commune de Bitam a dit, c'est Bitam plus haut, plus grand. Le président du conseil départemental a dit, le thème pour tous. Tout cela, selon le maire de la commune de Bitam, c'est la même chose. Nous voulons le bien de Bitam et du Thème. Dans ces conditions, former des équipes, travailler de façon collégiale. Ne travaillez pas seul. Parce que la victoire, vous ne l'avez pas eue seul. Vous avez eu avec les autres. Au départ, sur les starting blocks, l'équipe du président du conseil départemental du Thème n'attend que les moyens pour démarrer ce marathon de 5 ans. Voilà, on reste toujours en province, mais allons-y cette fois-ci au sud-est du Gabon, c'est-à-dire dans la province du Haut-Ogooué, là-bas où le gouverneur de cette province a fait donc une série de visites dans les différentes localités qui composent cette province. Eh bien, on va voir la synthèse justement de ces étapes. D'abord, les étapes de Bakumba, Onga, Boumango et Ngoueni pour aller installer les présidents des assemblées ou des conseils municipaux et départementaux. Voici le récit de Jean Romano Louba, Fabrice Limbumba, Gabon Télévision de Massoukou. Plusieurs autorités, dont le responsable des travaux publics, le directeur provincial de la santé et autres personnalités impliquées dans cette tournée du gouverneur du Haut-Ogooué ont accompagné le premier magistrat de la province, Bertrand Moudunga, à Onga dans la Djoué, Bakumba, les Koko, Boumango, le Goué, les Tili et Ongoni, les Kabyles et Wolo, dans le cadre des installations officielles des maires et présidents des conseils départementaux, puis celles des autres membres par les présidents des conseils. À Onga, Lionel Ondi à la mairie et Piti Didine à l'assemblée départementale. À Bakumba, c'est la place des fêtes qui a prêté son cadre à la cérémonie d'installation de Guy Parfait Youlou et ses adjoints à la mairie. Sébastien Makita au conseil départemental de Lekoko qui a aussi installé ses deux adjoints. Baptiste Bakoko à la commune et Alain Gualbert Maïssa au département de Logoué-Litili. Enfin Gouoni dans la salle des mariages, Faustin Bungu Nyamankala et Frédéric Ndunda. Toutes ces installations ont eu le mérite de fixer les populations sur les prétentions et plans d'action de leurs nouveaux maires et présidents d'assemblées départementaux. Cependant,
Les préoccupations qui nous ont été exprimées lors de nos différentes causeries dans chaque quartier de la ville, à savoir la mise en place d'un réseau de transport urbain pour les citadins, la propriété de la ville, les difficultés liées au fonctionnement du centre médical ne nous ont pas laissés indifférents, car nous nous attellerons tout au long de cette mandature à trouver des solutions idoines à toutes ces préoccupations. C'est enfin le lieu d'exprimer notre profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour ses initiatives en faveur de nos populations. Le pacte social en est une illustration. Nous nous devons donc de l'accompagner. Pour cela, nous espérons l'effectivité de la décentralisation. Le gouverneur du Haut-Ogooué a quant à lui promis transmettre les préoccupations des nouveaux élus de la province du Haut-Ogooué à qui des droits, afin que très rapidement ces derniers soient opérationnels pleinement dans leurs fonctions. Bertrand Moudunga qui a souhaité plein succès aux membres des bureaux installés. Akéni, justement, manquait donc dans notre actualité, mais Akéni, cette fois-ci, on a fait les comptes au conseil municipal, session ordinaire. Il ressort que le conseil municipal a engrangé une bagatelle somme de 121 500 147 francs. Que va-t-on faire de cette analyse? Eh bien, il s'agissait simplement de voter le budget primitif pour l'exercice 2014. On va voir le commentaire d'Ahmed Mouyaka sur les images de Fabrice Lembumba. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette première session ordinaire du conseil municipal d'Akéni, notamment l'analyse et le vote du budget primitif pour l'exercice 2014 par les conseillers municipaux. Le quorum ayant été atteint, c'est le préfet du département de Lékoni-Lékori qui a procédé à l'ouverture des travaux du conseil municipal d'Akéni conformément à la réglementation en vigueur. Le budget étant le reflet des ambitions de celui qui le conçoit, son vote est toujours un moment fort dans la vie d'une collectivité. Cette opportunité, avec votre accord, me permet de rappeler que le budget que vous allez apprécier doit être pleinement conforme aux principes édictés par la loi 1596 relative à la décentralisation. Puis les conseillers municipaux ont passé au peigne fin toutes les rubriques inscrites au budget. Les échanges se sont déroulés dans un climat de sérénité, avec comme objectif garantir l'intérêt des populations à travers la réalisation des projets communautaires. Arrêté à 121 500 147 francs CFA, cette enveloppe budgétaire apparaît insuffisante au regard des projets de développement de la commune. Suffisant non, parce que nous avons plein d'objectifs. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre dans la commune d'Akéni, comme partout ailleurs dans le Gabon. Ce sont les mêmes problèmes. Nous avons besoin que la décentralisation soit effective, que l'on nous donne des moyens. Ici, il y a du noir, il n'y a pas d'éclairage public. Nous n'avons pas, on demande à la mairie de faire des efforts, nous n'avons pas de budget conséquent pour faire face à cela. Si jamais le projet du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, se réalisait, c'est-à-dire faire de la décentralisation une réalité, ce serait vraiment bénéfique pour tout le monde. Parce que le développement commence à l'intérieur avant d'atteindre Libreville. Les travaux de la première session ordinaire du conseil municipal d'Akéni se sont achevés sur une note de satisfaction générale. Conseillers, notables et chefs de service de l'administration déconcentrés ont pris part à ces assises. On revient à Libreville et principalement dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise, là-bas où on a fêté donc le 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Le doyen politique de cet arrondissement en ce qui concerne le Parti démocratique gabonais a profité de cette occasion pour remobiliser bien entendu les troupes et afin bien entendu de reconquérir l'électorat perdu, vous le savez, il y a quelques mois de cela. Le reportage est de Biwaou Mikala sur les images de Christian Maïnda. Comme l'ont fait les autres militantes et militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais,
Celles et ceux du 2e arrondissement de la commune de Libreville ont perpétué le rituel bien ancré dans la culture de cette famille politique en célébrant en différé le 46e anniversaire du PDG. Cette dynamique devrait désormais constituer le levier d'un militantisme plus offensif, d'une synergie plus renforcée, d'une solidarité plus affinée pour pouvoir renouer avec les sujets électoraux et faire arrimer plus solidement notre arrondissement au train de l'émergence. La parole est revenue ensuite au doyen politique de l'arrondissement qui a dénoncé les maux qui minent la vie et les activités du parti. Vous savez tous, la défaite de notre parti aux dernières élections locales nous a placés dans une posture inconfortable qui nécessite un sursaut conséquent pour reconquérir le terrain perdu. L'autopsie de notre défaite nous conduit à relever plusieurs zones d'ombre dans le fonctionnement du parti dans notre circonscription électorale. Sans vouloir faire ici l'exégèse des causes de ce revers électoral, même si les circonstances s'y prêtent, il convient cependant de mettre l'accent sur un certain nombre de mots qui ont toujours miné notre parti dans l'arrondissement. Ces mots qui ont pour dénominateur commun l'égocentrisme exacerbé de certains, les ambitions personnelles démesurées des autres, le clientélisme, les déviations de toutes sortes, l'hypocrisie, la délation outrancière, la félonie et j'en passe, semblent plutôt s'enraciner en dépit des dénonciations dont ils font souvent l'objet lors des différentes rencontres du parti. Par la suite, il a proposé quelques pistes pour reconquérir l'électorat perdu. La célébration du 46e anniversaire du PDG nous offre ainsi l'opportunité, après ce triste et nécessaire constat, de prendre conscience courageusement de la situation et de nous remobiliser pour reconquérir l'électorat perdu. Dans cette opération de reconquête, nous devons nous appuyer sur les statuts et les idéaux de notre parti, afin de recréer des conditions d'une plus grande ferveur militante dans notre arrondissement. Le secrétaire général adjoint, devant cette situation, s'est voulu rassurant. Nous avons les instructions du distingué camarade président. Nous allons réorganiser les structures de base du parti, ça voudrait dire que nous allons tirer le bon grain de livret, nous allons voir où ça ne va pas. Ceux qui, de jour, sont avec le PDG, la nuit sont ailleurs, sont identifiés. Je pense qu'à partir de là, les choses vont repartir de bon pied. Pour clore son propos, le doyen politique du 2e arrondissement a souhaité plus de solidarité, de loyauté, d'engagement, de confiance entre les militants et surtout de fidélité au PDG. On va terminer cette édition d'information avec une petite réjouissance. Il s'agit donc de la fête du travail. Cette fois-ci, elle s'est déroulée à l'Office des ports et rades du Gabon. Je ne vous en dis pas plus. Voici ce que nous réservent nos reporters Jean-Augustin Diengui et Louis Bestard-Légnon. Ils se sont tous donné rendez-vous pour célébrer avec faste, en famille, la famille des travailleurs de l'Office des ports et rades du Gabon, la fête du travail qui donne lieu à d'importantes manifestations du mouvement ouvrier élargi depuis longtemps aux agents de l'État, avec pour thème cette année « Bâtir l'avenir avec le travail décent ». L'année 2014 a été, pour les partenaires sociaux, une année d'empreinte et de dialogue entre la direction générale et nous. Nous osons espérer que cela soit une continuité. Les avancées significatives depuis votre arrivée, notons la réhabilitation des installations portuaires, la construction de la nouvelle capitainerie, la création des nouvelles capitaineries secondaires à Libreville et Port-Gentil. Ainsi, Monsieur le directeur général, nous profitons pour vous rappeler que l'ensemble du personnel est suspendu pour la non-prise en compte de l'avancement automatique qui devrait avoir lieu à compter du 1er avril 2014 qui est statutaire. La commémoration de la fête du travail se déroule au lendemain de la célébration des 40 ans à l'Office des ports et rades du Gabon. Occasion pour la direction générale de réitérer son engagement à lutter pour le bien-être de ses travailleurs. Nous faisons partie intégrante de cette société qui est un outil de production et qui est la vitrine du Gabon.
de production qui a été mise à notre disposition et pour lequel nous avons un certain nombre de devoirs et d'obligations. J'ai entendu le représentant des délégués du personnel parler des avancements. Oui, ces avancements auraient dû être pris en compte depuis la fin du mois d'avril. Mais rassurez-vous que ces avancements vont être pris en compte avec un effet rétroactif. Parce que cela est inscrit sur le plan budgétaire, parce que les dirigeants de l'Office des ports et rails du Gabon reconnaissent qu'ils ont pris des engagements vis-à-vis de vous et qu'ils doivent les honorer. Mais cela nous oblige aussi en tant qu'agents de produire. Bonne fête du 1er mai 2014. En attendant la prochaine édition, le 1er mai 2015, rappelons que la fête du 1er mai tire son origine des combats menés par les ouvriers pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Voilà, Madame, Messieurs, quelques excuses par rapport justement à cette coupure donc, de diffusion que vous venez d'enregistrer sur vos postes téléviseurs. Qu'à cela ne tienne, il s'agit bien de cette pluie qui s'abat sur la capitale gabonaise et peut-être même ses environs, qui nous a obligés donc à avoir cette légère interruption. Merci encore de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure.